Gérard Inger, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et on revient à présent avec vous sur cette date du 8 mai 1945. C'est en réalité depuis la veille, le 7 mai, que s'est jouée l'officialisation de cette capitulation allemande. Qu'est-ce qui a contraint l'Allemagne à cela, à ce moment-là? L'Allemagne était quasiment défaite. Elle n'avait plus de chef puisque Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945. Il avait confié ses pouvoirs à l'amiral Dönitz. L'Allemagne était envahie de l'Est et de l'Ouest réunis. Donc, Dönitz cherchait surtout à protéger les militaires allemands et à essayer de négocier avec les dirigeants de la Wehrmacht une capitulation séparée avec les pays de l'Ouest, Grande-Bretagne et États-Unis, pour préserver les soldats allemands qui auraient été simplement prisonniers de guerre, alors qu'ils savaient très bien que s'ils tombaient du côté soviétique, les prisonniers connaîtraient un sort pour le moins misérable. Naturellement, Eisenhower, qui commandait les troupes à l'Ouest, a refusé toute capitulation séparée parce que c'était quelque chose qui était interdit par les accords interalliés. Et d'ailleurs, il a prévenu Staline. Il faut dire que Eisenhower a été plus que choqué par la découverte des charniers près de Buchenwald et il n'était pas prêt, au-delà des accords juridiques, il n'était pas prêt à faire la moindre concession aux militaires allemands. Justement, pour les Juifs notamment, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un décalage à Paris, par exemple, entre la célébration de cette victoire et le fait que certains sont toujours dans l'attente du retour de leurs proches des camps? Non, on peut pas dire ça, parce que les Juifs à Paris attendent effectivement la libération des camps. Les camps sont situés pour la plupart, pour beaucoup en tout cas, en Bavière, en Autriche, dans des zones qui ne sont pas encore complètement libérées. Et donc le 8 mai, on sait que la libération va avoir lieu. Donc à partir de là, la crainte disparaît. Maintenant, c'est l'espoir qui domine. Et les Juifs, comme les autres d'ailleurs, affluent à l'hôtel Lutetia, qui est le centre où on reçoit à la fois les prisonniers de guerre et les déportés. Mais il faut bien voir que le 8 mai, ça n'est pas la même chose que la libération de la France. Les jours de libération en août 44 ou début septembre, selon les villes, ont été des jours de liesse et des jours de loi, des jours de joie. Mais le 8 mai, bien sûr, il y a des gens qui défilent dans les rues, bien sûr, tout le monde est content. Mais à Paris, ça n'est pas la même liesse que fin août 44. Justement, la libération des camps que vous évoquiez, elle avait commencé plusieurs mois auparavant. Mais est-ce que là, la fin de cette guerre, elle va de pair avec aussi une accélération dans la compréhension du phénomène génocidaire, ou alors c'est trop tôt? Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. On attend que les déportés reviennent, qu'ils soient déportés résistants ou déportés raciaux, comme on disait à l'époque. Mais l'opinion française ne fait pas vraiment la distinction. On attend le retour des prisonniers et des déportés. On ne sait pas, ou on ne sait pas complètement en tout cas, ce que ont été les camps d'extermination. Et donc, il faudra attendre longtemps pour qu'on le sache du côté de l'opinion publique. Chez les Juifs, on le sait très bien. On le sait très bien. Les premiers ouvrages paraissent. Il y a un ouvrage écrit par un de mes homonymes, Julien Inger, qui paraît dès 1946, qui s'appelle De sang et d'or, qui raconte ce qu'est, en français, qui raconte ce qu'est la libération. Et les Juifs, eux, savent ce qu'a été l'extermination. Mais les autres, non, parce que, bon, les autres disent, oui, les Juifs ont souffert, mais nous aussi, on a souffert. Moi, j'ai eu un oncle prisonnier. Moi,
cousin a été fusillé par les Allemands, donc tout le monde a souffert. On ne fait pas encore vraiment la distinction dans l'opinion publique. Est-ce qu'il y a une forme de continuité de l'antisémitisme en Europe dans les premiers temps après la fin de la guerre? Tout dépend où. En Europe de l'Ouest, non, l'antisémitisme devient quelque chose de honteux, et même des antisémites patentés avant-guerre comme Georges Bernanos, le grand écrivain catholique qui était au Brésil, a écrit Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Ce qui en dit long d'une certaine manière. Mais on ne peut plus s'afficher après-guerre antisémite à l'Ouest. À l'Est, en revanche, l'antisémitisme continue, notamment en Pologne, où il y a à peu près 80 000 survivants sur les 3 millions de juifs polonais. Et les Polonais s'indignent, les juifs reviennent, entend-on dans les rues des villes de Pologne, quand ils viennent rechercher leurs maisons et leurs biens, et des pogroms éclatent en 1946, en juillet je crois, à Kielce, une ville du sud de la Pologne, où 80 juifs sont massacrés par les Polonais. Donc là, l'antisémitisme populaire réapparaît immédiatement. Cet antisémitisme donc des gens, mais est-ce que la victoire des Alliés à ce moment-là, c'est aussi celle de la fin de la doctrine nazie, ou est-ce que c'est plutôt une défaite, une victoire, de quel côté on se place, mais sur le plan militaire uniquement? Non, c'est une défaite du nazisme en tant que tel, et c'est pas seulement une défaite militaire. L'antisémitisme polonais ou biélorusse ou ukrainien ou roumain existait avant le nazisme, il continuera après, mais c'est malgré tout une défaite du nazisme parce qu'on ne peut plus se proclamer antisémite. On le fera sous la forme de l'antisionisme quand l'État d'Israël sera créé, mais on ne peut plus se dire antisémite comme pouvaient se dire les dirigeants hongrois, roumains d'avant-guerre, ou des partis politiques de droite et d'extrême droite comme en Pologne. Donc non, la donne a changé. On ne peut plus faire comme s'il s'était rien passé. Et la doctrine nazie est à cette époque bel et bien enterrée, pour toujours, pensait-on, revenir d'une manière subreptice et souterraine dans les années qui suivent. Dernière question, Gérard Ringer. En France, le 8 mai n'a pas toujours été un jour férié. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing avait gommé cette date du calendrier en signe de réconciliation avec l'Allemagne. En 1980, François Mitterrand a rétabli ce jour férié. Est-ce que c'est un signe d'un chemin de mémoire, entre guillemets, compliqué dans même 10 ans, 20 ans, 30 ans après la guerre, après la fin de la guerre? Oui, c'est compliqué parce que beaucoup de Français et Giscard d'Estaing, le premier, ont estimé que la victoire de 1945 était une victoire sur l'Allemagne, et donc ils considéraient qu'on était en période de réconciliation et que le 11 novembre suffisait pour commémorer les victoires. Giscard n'a pas vu que c'était une victoire contre le nazisme pour beaucoup, et pas seulement une victoire contre l'Allemagne. Et donc, il a supprimé le 8 mai, ce qui a suscité des protestations à gauche et des protestations chez les anciens combattants également. Donc, le jour férié a été supprimé. François Mitterrand l'a rétabli, il a rétabli le jour férié et chômé, ce qui n'était pas toujours le cas, et donc il a lutté contre cela en rétablissant le jour férié du 8 mai. Merci beaucoup Gérard Ringer d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Merci beaucoup.